Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, salut à tous et à chacun et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage qui reçoit aujourd'hui un comédien, un acteur politique, quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'histoire du Burkina Faso et qui continue du reste de jouer encore donc des rôles. Monsieur Rasmane Ouedraogo est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Rasmane Ouedraogo dit Razo? Par la grâce de Dieu, je veux dire que je vais bien. C'est vrai qu'il y a eu une période où je m'étais éclipsé dû à une intervention chirurgicale qui s'est déroulée en France. Opération d'ailleurs qui a duré pendant 7 heures, tellement le sujet était sérieux, qui a conduit à l'ablation de tout mon os le fémur, et son remplacement par une prothèse. Mais la science a pu en tout cas récupérer les choses. Aujourd'hui, pour preuve, je suis sur le tournage d'une série et d'un film de long métrage de Dani Kouyaté. Donc ça veut dire que ça va. Entre-temps, c'est vrai qu'on a vu des photos... Oui, mais ça fait quand même beaucoup de Burkinabés se poser la question. Vous avez disparu d'un coup et puis en temps, ce sont les images qu'on voyait. Voilà. Ce ne fut pas une aventure facile, hein, visiblement. Non, ça a été difficile parce que non seulement l'opération a été longue, je suis resté presque 1 an en France, et la rééducation, il fallait recommencer à réapprendre à marcher, tout simplement parce que la prothèse n'obéit pas au système nerveux, donc il faut l'amener à s'intégrer au mécanisme du corps, et ça a pris du temps, mais ne serait-ce que savoir s'asseoir même dans un véhicule, c'est un apprentissage, mais tout ça s'est bien passé. Et je voudrais remercier l'ensemble des Burkinabés parce que justement à partir de leur réaction, j'ai senti une grande sympathie pour moi. Et ce n'est pas le fruit du hasard, je crois aussi que c'est parce que ils me sentent proche d'eux, je me sens proche d'eux. Tous les soirs, ils m'ont accepté dans leur famille, et à travers les films, à travers tout ce qui se dit derrière les films. Donc, les messages que ça véhicule, je crois que ça a porté. C'est pour cela que je bénéficie toujours de cette sympathie. On a souvenance qu'en 2019, quand vous avez reçu sur ce plateau, vous avez parlé justement de ce mal dont vous souffriez. Apparemment, ça va maintenant. Hein? Alors, pendant 2 ans, il a fallu encore porter cette douleur avant d'avoir cette possibilité de vous faire opérer en France. Comment ça s'est passé concrètement? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, la douleur devenait vraiment insupportable. Donc, finalement, la décision a été prise en famille, avec mes enfants. C'est vous-même qui avez financé? Oui, c'est moi-même qui ai financé. Disons, ma fille et mes 2 enfants ont financé, plus le dernier fonds que j'avais aussi. Et ensemble, on a pu le faire. Bon, c'est peut-être l'occasion d'ouvrir une parenthèse pour dire que le système de prise en charge, par exemple, des comédiens dans le cadre des films n'est pas encore une réalité. Or, il faut l'intégrer en tant que tel, c'est-à-dire souscrire à des assurances aussi, toutes choses qui sont nouvelles un peu dans notre profession. On a envie de dire que vous avez eu la chance, hein, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre qui n'a pas de moyens ou des enfants qui ont un peu les moyens. Peut-être cette douleur n'allait jamais... Ça n'allait jamais, et puis j'aurais peut-être quitté la profession. Définitivement. Définitivement, parce que je ne pouvais pas marcher puisque la tête du fémur, à un moment donné, se solidarisait avec la hanche pour ne faire qu'un seul os. Et à ce moment, il n'y avait plus de mouvement possible. C'est tout ça qu'il fallait enlever et puis remplacer par un autre mécanisme. Est-ce que quand on devait vous opérer, on vous a dit qu'il y avait 2 possibilités, soit la paralysie définitive ou après on pouvait vous sauver? Est-ce que c'était les 2 possibilités qui vous ont été Oui, il y avait un choix à faire. Et de toute manière, je crois que je suis arrivé presque au dernier moment. Au dernier moment? Au dernier moment. Est-ce que les médecins vous ont dit que c'était vraiment... C'était le dernier stade. 2021, c'était le dernier stade. C'était le dernier stade parce que les deux os commençaient à ne devenir qu'un seul os. Et si ça se solidifiait, c'était fini. Voilà. Vous n'alliez plus pouvoir marcher? Non. Oui. Il fallait rester comme ça. Une année en France, ça a dû être la quinine pour vous? Oui. Bon, par rapport à la santé recouvrée,
on s'est dit, alhamdulillah, mais si, ça a coûté, ça m'a remis à zéro. Donc, je suis même tenu de retravailler pour me réapproprier quelques biens pour vivre. Mais c'est vrai que, voilà. À l'époque, bon, je sais qu'il y a eu des gestes, mais qui sont des trucs personnels, notamment de l'ancien président, Christian Kaboré. Il a eu un geste de gentillesse. Il y a eu Bala, parce que c'est mon neveu. Donc, je mets tout ça dans le cadre plutôt de relations proches et d'amitié, de proximité. Mais disons qu'il n'y a pas eu un geste au niveau étatique. D'habitude, ce qu'on constate quand un comédien de votre rang est malade, il y a comme un appel à solidarité qui est lancé, des SOS, ça n'a pas fini. C'est vous qui avez refusé cette option-là? Oui, disons que ça ne fait pas partie de ma façon de voir les choses. Mon éducation, ma culture ne m'autorise pas comme on dit, à vendre ma maladie. Je l'assume jusqu'au bout. Maintenant, si des gens remarquent que j'ai des difficultés, par exemple, si je prends mon cas, si c'était au Mali, moi je connais des gens qui étaient prêts du côté du Mali à me prendre en charge. Individuellement, sans passer par l'État. À l'État et autres. Et ça a été le cas même en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous vous dites que c'est parce qu'au Burkina aussi on n'est pas suffisamment reconnaissant à l'endroit de ceux-là qui se sont battus, qui ont eu quand même à faire des choses importantes? Disons que ça ne fait pas partie de notre culture. Ça ne fait pas partie de notre culture? Non, on préfère en parler, mais au niveau de l'action, c'est pas visible. Moi, je ne vois pas d'exemple où, par exemple, l'État, en Côte d'Ivoire, par exemple, les comédiens, à partir d'un certain âge, il y a une prise en charge mensuelle. Ici, si vous n'êtes pas d'une certaine autorité et que par le trichement du BBDA qui récolte les droits d'auteur, vous n'avez rien. Voilà. Et vous, aujourd'hui, si ce ne sont pas les plateaux, là, il n'a absolument rien. Rasmané ou Drago n'a rien. Heureusement que je suis quand même un cadre du ministère de la Culture. Mais est-ce que vous n'avez pas atteint l'âge de la retraite? Si, je suis à la retraite depuis longtemps. Voilà, depuis donc, plus de 10 ans que je suis à la retraite. Quand on sait ce que vaut la retraite dans ce pays, qu'est-ce que vous gagnez comme pension de retraite? Ça ne peut pas vous permettre de vivre. Non. J'ai une épouse aussi qui a enseigné au niveau de l'enseignement supérieur, elle a enseigné au PMK et tout. Donc, les deux pensions... Elle aussi, elle est à la retraite. Elle est à la retraite. Les deux pensions, bout à bout, permettent de survivre. Mais c'est vrai que ça pose problème parce qu'aujourd'hui, si moi je me demande de l'aide dehors, ça fait rire. Les gens ne croiront pas. On va vous dire, vous avez fait tellement de films. Oui. Derrière vous, il y a combien d'années Or, j'ai fait tellement de films gratuitement que les gens ne se rendent pas compte. Je n'aime pas marchander un cachet. Je prends ça plutôt en termes de contribution. Est-ce que c'est un marchandage? Est-ce que ce n'est pas la professionnalisation qui le demande aujourd'hui? Si. Vous, un comédien comme vous, un acteur comme vous, dont le visage seul suffit pour vendre un film, vous ne devez quand même pas dire que vous ne marchandez pas. Et je souhaite que celui qui est en face de moi, notamment le producteur, comprenne cela. Est-ce que le producteur est appelé à comprendre? Il doit comprendre parce que ça fait partie de sa formation. Moi, j'enseigne le métier de la production. Je suis enseignant à l'ISI, je suis enseignant à l'ENAM, je vais au Bénin et à d'autres pays pour donner des cours. Et ça fait partie, par exemple, l'imposition du contrat, je l'enseigne comme une obligation. Même pour son père, même pour son frère, il faut un contrat parce que ce n'est pas juste la prestation, c'est tout ce que ça implique. Je le dis, mais moi, aujourd'hui, je suis peut-être un mauvais exemple. Et je suis toujours dans une moule passéiste qui fait que l'argent n'est pas... forcément mais quand on voit les budgets des films, quand même, c'est stratosphérique de nos jours. Ce n'est pas comme de par le passé où les films se négociaient à des montants un peu bas. Aujourd'hui, les réalisateurs prennent des cachets assez élevés.
Ailleurs, oui. Même au Burkina? Même au Burkina, oui. Même au Burkina, le producteur, c'est-à-dire il y a aucune transparence. Par exemple, si vous mettez dans la recherche, dans votre plan de financement, vous me dites qu'il y a un tel qui vont jouer, par exemple, c'est vrai que ça ouvre des portes au niveau des financements. Mais en retour, si vous ne me dites pas que vous vous êtes servi de moi pour aussi ouvrir des portes... Mais est-ce que vous-même, vous savez que les gens ont besoin de votre visage? On sait que là, Asmane Ouedraogo, quand même, dans un film, ça n'aura pas le même impact que le débutant. Bien sûr, ça je suis conscient. Est-ce que vous n'aurez pas pu surfer sur ça pour mieux négocier les contrats avec les réalisateurs et les producteurs? J'ai dit, je suis un mauvais exemple. Parce que moi-même, personnellement, tous mes étudiants, je me suis donné comme devoir de jouer dans leur premier film. Peu importe la condition. Oui, parce que pour eux, oui, ils ont besoin de visage pour ouvrir leur film à l'extérieur. Et se servent. Il y a, ça fait plaisir de dire, dans mon film, il y a Ouedraogo Rasmani qui joue. Ça fait tilt pour un distributeur, au niveau du marché. Quand on voit mon visage, on se dit, ça doit être un truc sérieux. Donc, je le fais gratuitement pour mes étudiants. Est-ce qu'il y en a qui sont revenus après être reconnaissants? Parce que si le film prend des oui, il le manifeste comme ça. Vous revenir, vous dire merci pour l'avoir... Oui, oui, il y en a quelques-uns qui le font. Et ça me touche, comme disait l'inspecteur Tal, le défunt. Il dit, la seule récompense de l'enseignant, c'est quand, au fond de la brousse, il voit un adulte barbu qui vient croiser les bras, dire bonjour monsieur. Il s'est dit, vous êtes qui? Vous m'avez enseigné il y a 25 ans, il y a 30 ans de l'autre côté. Voilà, c'est cette satisfaction. Je dis, je suis vieille école. Vieille école, mais revenons quand même sur les cachets d'aujourd'hui. On vous avait tourné dans des films au niveau international. Est-ce que là-bas, quand même, ça ne va pas? Dehors, quand je tourne dehors, oui, je sais qu'on a reconnu. J'ai fait des films à l'extérieur, j'ai fait des films en Côte d'Ivoire. Oui, récemment, on a vu quand même des films. Oui, avec Gondwana, avec d'autres. Oui, là, je suis traité, je suis reçu, je dispose de villas, de personnel qui s'occupe de moi pendant tout le tournage. Et le cachet, par exemple, c'était à combien? En Côte d'Ivoire? Oui. Le film où on se rappelle, vous étiez dans la cellule. Ça, ah oui, c'est la guerre de Dieu. Oui. Ça a été quand même intéressant parce que j'étais pour 3 ou 6 apparitions, je crois, ça faisait environ 5-6 millions. 6 apparitions? Ouais. Et alors qu'ils vous ont payé le billet d'avion aller-retour? Tout mon séjour est pris en charge. C'est un chauffeur qui me véhicule. J'ai des cuisiniers à la maison. Je disposais j'allais dire, d'un immeuble. Parce que c'est 3 étages. Il n'y avait personne d'autre que moi, avec des salons et tout. Ce qui me gênait d'ailleurs, parce que par rapport à ma culture, à ma vision de la vie. Vous dites peut-être que c'est la consécration de toute la souffrance que vous avez emmagasinée en tant que comédien. Non, je dis qu'ils reconnaissent que c'est comme ça qu'il faut traiter un comédien. Parce que j'en ai vu, j'ai joué en Belgique, je sais comment c'était. En Côte d'Ivoire, je vois, mais quand je viens chez moi, bon, je descends de ce piédestal pour dire, bon, je suis chez moi. J'espère qu'on grandira ensemble. Bon, c'est vrai que par l'âge, moi, je sortirai avant eux, mais je souhaite que l'exemple serve à quelque chose. Est-ce que vous êtes aujourd'hui plutôt orienté vers le cinéma à l'étranger qu'au Burkina Faso? Clairement, vous dites à un moment donné, il faut que je fasse une option. Je dois quand même commencer à préparer. Je n'ai pas envie de dire la retraite, mais c'est tout comme. Non, quand on m'appelle à l'extérieur, Vous ne priorisez pas l'extérieur par rapport au national? Non, non, honnêtement, je souhaite plutôt jouer plus ici. Parce que ça va traduire quoi? Ça traduit que le cinéma devient, que ça bouge. C'est parce que ça ne bouge pas qu'on ne nous voit pas. Si dans l'année, il n'y a qu'une seule production et que nous sommes nombreux, on se bouscule à la porte finalement. Or, dans un pays normal, les productions, il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20 par an. Donc chacun, par-ci, par-là, a un rôle qu'il joue. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on vit de son métier. Mais au Burkina, voilà, Dani Kouyaté est venu. Et tout de suite, il a recherché des têtes d'affiche, il a mis. Bon, tous les
petits, entre guillemets, ne joueront pas parce que lui, il a besoin aussi de gagner du temps. Et par le professionnalisme, on va plus vite avec lui et tout, et on comprend. On sait ce que c'est qu'un scénario, les contraintes d'un tournage, ce que ça coûte de traîner les pieds. Donc, on l'aide plus. Ça veut dire qu'il ne va pas perdre le temps à former de nouvelles générations qui vont... Il veut le faire, mais malheureusement, ça va lui coûter cher. Oui. Mais est-ce que vous êtes arrivé... Il est arrivé des moments où vous êtes retrouvé avec des jeunes pour faire des castings pour avoir un rôle? Ou vous avez arrêté de faire ça maintenant? Oui, j'ai arrêté de faire parce que je me dis qu'on sait quel est mon registre. Oui. Si vous avez besoin, il suffit, on se parle, on lit le scénario. Moi aussi, je donne mon point de vue. Parce que c'est pas n'importe quel scénario aussi, c'est pas sur n'importe quel scénario je m'engage. Quand je vois que culturellement, idéologiquement, politiquement, ça m'amène vers d'autres considérations, quelle que soit la somme que vous me proposez, je ne veux pas. Ah, vous avez des principes? Ah oui. Lesquels, par exemple, les plus importants? Je critique pas, je ne salis pas mon pays. Je refuse ça. Quand je vois des images qui tendent à négativer tout, je dis non. Ah, vous avez refusé des rôles de cette nature? Oui, je ne vais pas le faire. Les rôles où, par exemple, je dois mettre ma nudité en vue, je suis d'un certain âge, je suis un exemple, je ne vais pas le faire. Il y a des choses... par contre, il y a des trucs dans un film, par exemple, arrivé, je brûle un stop. Bon, quand je le fais, je vois la réaction. Et même les rases le brûlent, les stops. Donc ça, au contraire, c'est bien parce que ça enseigne quelque chose. Il y a des choix comme ça et on discute avec le producteur, le réalisateur pour qu'on aille jusqu'au bout de l'idée pour savoir ce qu'on me demande. Et si c'est impossible, je dis, bon, peut-être qu'il faut qu'on modifie ici et là. Vous avez des nudités, image du pays. On a l'impression que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas de limite en matière de promotion ou encore d'acteurs de cinéma. C'est tout le contraire de ce qu'on constate aujourd'hui. Mais c'est pas seulement les acteurs. Le problème, c'est que même ceux qui écrivent ces scénarios-là n'ont pas de repères. Il vous est arrivé de moment de parler à des réalisateurs pour leur dire il ne faut pas aller sur ce chemin-là. Mais chaque jour, dans mon enseignement, je ne parle que de ça. Oui. Revaloriser, je l'ai toujours pris par exemple, prenez toutes les séries américaines, vous verrez jamais un film américain qui se termine sans qu'on voit le drapeau flotter quelque part. Oui. Prenez nos films, ils peuvent être tournés ou lus partout. Il faut qu'il y ait des signes qui marquent notre présence dans les gestes culturels, dans les trucs et tout ça. Mais prenez nos films, c'est insipide. Ça n'a pas de nationalité, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de goût. C'est ça ce qui fait la différence entre les films. C'est comme des livres aussi. À travers ça, ça véhicule nos valeurs culturelles et même peut-être parfois nos pesanteurs culturelles. Mais c'est ça, c'est nous. Ils ne peuvent pas aujourd'hui, les jeunes, faire des films au village parce qu'ils n'y ont jamais été. Ils ne savent pas comment est la piste qui quitte chez eux pour aller chez leur grand-mère. En hivernage, comment sont les herbes, comment sont les pistes. Ils ne savent pas. Dans une case, quand vous rentrez, comment sont disposés les canaris. C'est pas n'importe comment. Est-ce que le cinéma d'aujourd'hui, au niveau des jeunes réalisateurs, ce n'est pas finalement la sexualité, tout ce qui est à la limite? La ville, c'est des citadins, oui. C'est 100%. Or, c'est déjà faussé. Mais je ne vous apprends rien. Les films qui remplissent les salles de nos jours, vous les voyez, c'est des films liés aux faits quotidiens. Mais ce n'est pas qu'ils remplissent les salles. Ça dure quoi? Une semaine, là? Mais ça permet aux réalisateurs de recouvrer au moins ses fonds. Oui, on a l'impression que c'est ce qui préoccupe la plupart des jeunes réalisateurs. Alors, quand tout son travail consiste à lui seulement s'enrichir, il n'a pas gagné. Je croyais que c'était pour faire bouger un ensemble. Parce que le cinéma, c'est une industrie. Oui. On parle d'industrie culturelle. C'est pour faire bouger. Industrie culturelle, ça veut dire contribuer au développement durable d'un pays. En même temps qu'on véhicule sa culture, ses valeurs. Mais si le film consiste seulement à aller se bécoter, dormir dans le lit, se caresser et tout, ça, on n'apprend ça à personne. Et d'ailleurs, on le fait mal. On le fait mal? Oui. Comment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais je regarde comment les Européens qui ont inventé ces trucs-là, et ce qu'ils font, c'est nous, à la limite,
en même temps, on est gêné pour se toucher, pour ça. C'est mal interprété. Quand vous écoutez les gens parler, il n'y a pas un moment où il y a une certaine intimité ou bien une agressivité. Les voix sont les mêmes. Parce que ça se travaille aussi, la voix. Est-ce que vous pensez que la nouvelle génération est en train de détruire le capital culturel du Burkina Faso à partir des films? Ce n'est pas eux seulement, c'est un ensemble de responsabilités partagées partout. Mais le cinéma, c'est quand même un grand monde qui est... Oui, le cinéma, parce que c'est visible et tout le monde... Parce que le cinéma, son problème, c'est ça. On a tendance à s'identifier à un héros. Et si le héros est négatif, tout sera négatif. Mais les thèmes qui sont abordés de nos jours, les faits de société, les histoires des célibataires, de polygamie, d'infidélité, c'est ce qui marche aujourd'hui dans le cinéma. Oui, mais vous croyez que c'est ça qui nous fait avancer? Je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on revoie la copie à la matière justement? Mais forcément. Même ceux qui écrivent, le problème c'est que le scénario, ce n'est pas un réalisateur qui écrit un scénario. Il y a des scénaristes qui connaissent la technique du cinéma. Mais chez nous, la plupart du temps, le monsieur, il est comédien aujourd'hui, demain, il est réalisateur. Il est réalisateur, il est producteur, il est tout. Il est même comédien dans son propre... C'est pour cela c'est nul. Nul. Je dis ça en regardant tous les cinéastes dans les yeux, parce que j'en ai vu passer, j'en ai formé et j'en forme toujours. Laissez chacun faire. C'est une œuvre commune, mais c'est des responsabilités individuelles. On a l'impression que ça vous fait mal quand vous parlez de ça. Ça me fait très mal parce qu'on est en train de fourvoyer un métier qui devait être noble. Oui. Mais aujourd'hui, moi personnellement, je suis allé dans une salle, ça vaut 3-4 ans, je ne pars pas. Vous ne partez pas? Non. Je reçois même des invitations, oui, justement, je pars pas. En parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas des jeunes qui viennent chez vous pour vous honorer, pour vous dire, venez voir mon film, donnez-nous des conseils pour qu'on s'améliore pour l'avenir? Et je dis que je ne pars pas. C'est ma première responsabilité de montrer que je ne partage pas ça. Est-ce que les jeunes ne vous verront pas autrement? Mais je ne cherche pas qu'ils m'adorent. Non. C'est à cette condition-là, il faut être dur avec eux pour que ça change. Il faut être dur, il faut leur dire ce qui ne va pas. Aujourd'hui, ils ne font pas du cinéma. Ils ne font pas du théâtre. Et c'est très facile. Razo, moi je vais faire du cinéma. J'ai dit, ah bon, est-ce que dans ton quartier, tu as cherché à savoir s'il y a une troupe de théâtre même pour te former? Ou bien, est-ce qu'il y a de l'argent dedans? Ah bon? C'est ça la première préoccupation. Au lieu de chercher à être grand dedans, tu comptes déjà de l'argent. Est-ce que les nouveaux réalisateurs aussi n'ont pas favorisé cela? Parce qu'on a dit c'est le copinage, ce sont les C'est exactement. Oui, c'est tout ça qui a créé, qui donne une fausse image. On croit que c'est en couchant avec X ou Y, et tout de suite on a la lumière sur soi, mais ça dure quoi? Ça dure 10-15 jours de projection. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura un scandale lié justement à la cinématographie, au scandale sexuel, comme ce fut le cas aux États-Unis? Mais je ne vous cache pas qu'il y a eu des prémices. Quand on faisait le film Yenenga, moi j'étais le producteur délégué. À un moment donné, la présidence, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de scandales dessus. D'abord, le film a créé un grand débat au niveau national, parce que ce film était en train de mettre en exergue la puissance Moussi. Or, le Moussi est venu comme prédateur conquérant, il a chassé, il a tué des gens pour occuper des terres jusqu'à Ouagadougou ici. On sait que les Ninissi, les choses ont fui parce que justement... N'était pas une restitution au moins d'une partie de l'histoire du Voilà, Burkina. donc il ne faut pas faire comme si toute l'histoire du Burkina se résumait à la pénétration des Moussi. Donc il faut traiter autrement. Ça veut dire qu'avant de faire ce film, il fallait que des historiens travaillent sur le sujet. Ça n'a pas été le cas. On était là, à la présidence, ils ont trouvé un prétexte, parce que c'est vrai que pendant ce temps aussi, des filles quittaient Ouagadougou ici pour aller envahir le plateau. On était à Kaya, on tournait à Boussouma. Bon, la présidence a été scandalisée. Moi, j'étais là un beau midi, on est venu, on dit, bon, allez, ramasser les bagages. Ah oui?
Qu'est-ce qui s'est-il passé? Beaucoup de choses parce que ça commençait à monter au niveau de la population. La perversité en ciel ouvert. Il y avait tout. En pleine journée. Il y avait tout. C'était devenu un peu... un endroit du plaisir que du cinéma. Il y a eu tout ça. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que tôt ou tard, il faut qu'on brise la glace par rapport à la sexualité dans le cinéma au Burkina? Mais il faut qu'on en parle. Parce que c'est pire. Parce que c'est en train de rentrer même dans... C'est pour cela qu'on parle. Moi, je suis un peu dans les opérations de secours à Waïga et tout ça, avec les déplacements des PDI. C'est quand on veut échanger des vivres contre des relations sexuelles. Bon, ça veut dire que c'est des choses qu'il faut très vite maîtriser et ne pas laisser se développer dans notre pays. On a vu dans des pays développés comme les États-Unis, les actrices ont commencé à parler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que si les vraies actrices commencent à parler, il y a des réalisateurs qui vont rentrer dans leurs petits souliers? En tout cas, qui seraient beaucoup gênés. Même si on ne l'affirme pas, parfois on a des intentions, on a des mots, des gestes qui montrent que ça aurait peut-être pu être ça. Mais bon, voilà. Ça pourrait donner lieu à des procès éventuellement, oui, des poursuites judiciaires. il faut qu'on travaille dans la transparence, il faut qu'on travaille clairement, c'est professionnel, on est venu pour ça, et puis ça, quand on se quitte, c'est fini. Ça nous permet d'ouvrir une lucarne. Est-ce que les jeunes filles qui nous regardent sur Burkina Info, beaucoup veulent être des actrices de cinéma? Est-ce que vous avez des messages à leur donner, des conseils? Parce que souvent on dit, beaucoup quand elles arrivent, le réalisateur veut naturellement avoir droit de passage avant éventuellement de lui donner un rôle. C'est-à-dire déjà... Certains réalisateurs. C'est aller à la base, on se forme. Oui. On se forme. L'actorat, c'est pas... On aime dire, ouais, le talent, le don, mais ça, c'est un certain pourcentage. Le reste, c'est de la formation. Oui. Parce que savoir se déplacer sur une scène, savoir établir la relation entre vous et la caméra, savoir que la caméra, c'est une suite de lentilles convexes et concaves, c'est des études. Ce n'est pas venir se trémousser, venir démarcher comme... C'est celles-là, justement, qui viennent donner l'image que c'est facile, on arrive, on s'en va. Et c'est pour cela, quand on me demande, je vais faire ici, je dis, est-ce que tu t'es soucié de savoir si dans ton propre quartier, il y a déjà une troupe de théâtre? Parce que j'ai beaucoup de respect pour le théâtre. C'est là qu'on découvre... Donc, le théâtre, soyons clairs, c'est le tremplin pour être un bon acteur de film. Exactement. Du théâtre, on sera bon comédien. Mais un simple comédien ne peut pas forcément être un bon acteur de théâtre. Alors, et je l'ai vécu. Voilà qui est bien dit. Alors, un autre constat qui choque aujourd'hui, peut-être, qui interroge, peut-être pour ne pas parler de choc, parce que nous sommes quand même dans un espace intégré, l'espace EDAO, si vous voulez, UEMOA, plus restreint. Les autres pays qui ont commencé après nous sont en train de nous dévancer. Comment on peut expliquer cette situation? Je me réfère un peu à, même s'il n'est pas un bon exemple aujourd'hui, à Kagame. Il vient, il recopie, il s'en va, il fait. Il vient, il prend tout ce qui se fait ici. Ce sont nos textes sur le cinéma, il est en train de travailler là-bas. C'est pas qu'il a pris ça ici. Parlons même des pays limitrophes du Burkina. Prenons les pays limitrophes, beaucoup ont été formés ici. C'est d'ici. Aujourd'hui, les meilleurs techniciens en Côte d'Ivoire, ce sont mes étudiants de l'ISIS ici. C'est eux qui sont sur tous les plateaux. Ils ne suffisent même pas. Mais parce qu'on leur propose quelque chose de mieux. Avons-nous un problème de valorisation des compétences? Exactement. Ici, non, tant que vous êtes là pour prendre du matériel, vous êtes machiniste, vous êtes quoi, ça veut dire pour eux, c'est le bas de gamme. Ici, il n'existe que le réalisateur. Fausse conception en plus, parce que le film appartient... Il n'existe que le réalisateur. Oui, parce que le film appartient au producteur. Ce n'est pas pour le réalisateur. Faites-nous la part des choses entre le réalisateur et le producteur. Le réalisateur, c'est un technicien simple. Simple technicien. C'est un technicien, un employé, c'est un ouvrier du cinéma. Et le producteur? Et le producteur qui l'a embauché pour conduire le travail. D'abord, dans le scénario, le scénariste écrit avec... Parce que c'est la pépite d'or, c'est le producteur qui le découvre à travers un scénario, à travers une œuvre préexistante, genre
livre sur Ampateba ou quelque chose comme ça. Il trouve ça, il dit, ah, ça peut être un bon sujet. Je recrute un réalisateur qui va, avec des scénaristes, avec d'autres personnes, des dialoguistes, ils vont construire le scénario. Sur cette base, je recrute un directeur délégué de production qui va évaluer ce film-là en termes de coût. Et moi, producteur, je m'en vais maintenant par le monde chercher l'argent. Coproducteurs, les institutions de financement, les investisseurs. Je viens maintenant, je dis, OK, je peux faire le film. Et je vous engage. Vous savez qu'on connaît plus les réalisateurs burkinabés que les producteurs? Mais parce que le cinéma a été mal introduit ici en Afrique, dans nos pays francophones. On a valorisé le cinéma d'auteur. Or, le cinéma, c'est du business. N'est pas réalisateur qui veut, non. Mais qui peut. Non. Tout comme le producteur. Comme tout le producteur. Le producteur, c'est quelqu'un qui a la capacité artistique, intellectuelle, qui a des relations partout, qui a la capacité de réunir tous les moyens dans le but de faire un film. Voilà. Et quand il fait le film, dans sa tête, il a entendu que cet investissement-là, il doit y avoir un retour d'investissement. Quand tu mets 500 millions pour faire un film, tu veux qu'à la fin, ça soit 510 francs. Pour que les 10 francs-là, tu le réinvestisses dans ton travail. C'est exactement que quand tu viens pour installer une usine, tu calcules, tu étudies le marché. Voilà pourquoi on parle de l'industrie du cinéma. L'industrie du cinéma. Est-ce qu'on en est pour le moment à ce niveau-là? On est loin du compte. On est loin du compte. Est-ce que c'est l'amateurisme qui fait qu'on ne pourra jamais atteindre ce défi-là? Nous sommes dans un système où on nous a habitués au biberonnage. Quand on enlève, on ne sait plus où aller. C'est pour cela que je dis parfois qu'on ne nous donne rien. Ceux qui vont mourir mourront et c'est sur leur cadavre que les vraies énergies vont se lever. Est-ce que ce n'est pas trop méchant de votre part? Non, je suis à une telle conclusion. à cet âge-là, je ne fais plus de concessions. Même au niveau culturel, j'ai dit si on ne se reprend pas vite, en tant que nation, on va disparaître. Niveau et ce n'est pas seulement le cinéma. C'est tout. Et même l'Afrique. Aujourd'hui, tel que nous vivons c'est un monde d'emprunt pour nous. Rien n'est à nous. On ne crée rien. Et autres, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais je voudrais qu'on fasse encore une escale là-dessus. Il y a eu Boudiam, il y a eu Tilay, Idrissa Ouedraogo et puis Gaston Kaboré. Quelques éclairs. Voilà, donc on pourrait le dire ainsi, hein, il n'y a que 2 réalisateurs burkinabés, Gaston Kaboré et Idrissa Ouedraogo, qui ont remporté l'étalon d'or de Yenega. Depuis lors, on a eu des gens qui ont essayé, mais personne n'a été capable. Oui, parce qu'entre-temps, la concurrence aussi est forte. Mais on avait le milliard qui avait été donné par l'ancien président Roch Kaboré. Ça encore... Ils s'étaient retrouvés au Sénasa et puis ça s'était mal un peu terminé. Les jeunes avaient trouvé que les anciens... Et j'ai toujours dit, on n'écoute pas, mais ça finit toujours là. Vous avez eu raison sur cette... Mais j'ai critiqué, j'ai dit, parce que Roch a donné l'argent pour une situation exceptionnelle pour nous permettre d'être présents. Maintenant, c'est cette somme-là qui devient comme le financement du film, du cinéma burkinabé. Ça ne s'est pas institutionnalisé. Dans chaque pays et dans la Convention 2005 de l'UNESCO, nous avons signé qu'il faut créer des fonds nationaux pour supporter la culture. Et dans chaque grand fonds, il y a des fonds spécifiques, culture, tourisme, etc. Et au cinéma, il y a quoi? Il n'y a rien. On attend chaque année que la présidence veuille bien. Et quand on est coincé, généralement, on commence à dire qu'on ne peut pas terminer tel film. Voilà. Le risque de ne pas avoir de représentants pour le talon d'or de Yenega. Et on est obligé maintenant de... Oui, je suis obligé toujours de revenir à des simples notions de cours. Mais si vous n'avez pas, à la limite, l'argent pour aller jusqu'au tournage, ne commencez pas. Donc il n'y a pas de débrouillardise. Vous commencez une semaine... Il n'y a pas de débrouillardise dans le cinéma. Non. C'est une opération mathématique précise. Quand vous mettez 500 millions, il n'y a pas de débrouillardise. C'est de logique qu'il faut poser, c'est une organisation, c'est des compétences qu'il faut mettre en œuvre pour aboutir à l'œuvre. Et l'œuvre, ce n'est pas seulement l'œuvre, c'est le marché. Est-ce que vous êtes dans la même logique qu'Idrissa Ouedraogo qui parlait de cinéma Kalebas à un moment donné? Parce qu'il y a eu ça et il faut passer dessus. C'est fini, le cinéma. Est-ce qu'un film de 20 millions, de 30 millions peut être un bon film?
Non. Ah, pourtant, certains le font actuellement, ils en sont fiers. Oui, et ils sont fiers, mais c'est parti où? Allez-y au Bénin, demandez quels sont les films burkinabés que vous connaissez. Allez-y au Togo, allez-y, voilà. Et un film, c'est pas, à la limite, c'est même pas pour... C'est vrai que la première consommation, c'est ton public, mais il faut qu'il fasse le tour du monde. Donc, on doit sortir de ce cinéma qui veut qu'on remplisse les 2 salles de Ouaga. Oui, les 2 salles de Ouaga. Et puis, on est content, et on dit après, oui, les gens mais viennent c'est un calcul rapide, c'est combien? 2000 ou combien là? Oui. Par chose, et il y a combien qui rentrent? Peut-être 400 personnes, 500 personnes. Au bout d'une semaine, vous avez combien? Au total, pas plus de 1000 ou 2000 entrées. C'est ça les recettes. Il y a du travail. Oh là là. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que vous vous proposez concrètement pour sauver la culture burkinabé à partir du cinéma? Je pense que c'est tellement facile, hein, parce que de toute manière, le cinéma est un véhicule. C'est un facteur. Oui. Mais et la locomotive qui dans transporte, oui. qui transporte nos valeurs. Donc c'est déjà ça. Parce qu'un film aussi, ce n'est pas fait, ce n'est pas forcément le défilé des valeurs culturelles. Il faut aussi savoir les introduire sans heurter. C'est ça, là, être subtil et tout. C'est traiter des sujets sans forcément que ce soit des leçons qu'on donne. Mais tout le temps, quand vous voyez certaines de nos autorités politiques que vous recevez ici, la façon même d'être habillés et tout, font que ça plaît. Et du coup, d'autres cherchent à s'habiller comme eux. Et c'est comme ça que, non seulement on développe une industrie du vestimentaire, mais en même temps, nous transportons la beauté de notre code vestimentaire ailleurs. Ça, c'est le combat culturel aurait gagné. Parce qu'on partage avec d'autres. On partage avec d'autres. Mais pour le moment, c'est nous qui... Est-ce que c'est l'État qui est la locomotive pour valoriser la culture burkinabé à partir du cinéma ici? L'État, j'ai envie de ne pas plaire encore, l'État a fait son travail. Vous pensez? L'État a créé... Oui. Et c'est toutes les activités ici, l'État a toujours été le premier support. Mais à un moment donné, chacun doit pouvoir voler de ses propres ailes pour avoir compris l'intérêt personnel même qu'on va en tirer. Est-ce qu'on peut s'en sortir finalement dans le cinéma? Parce que l'impression qui se dégage entre le réalisateur, le producteur et l'acteur, il y a toujours des problèmes. Telle personne a bouffé, laissé telle autre personne. Et c'est tout le temps des débats de cette nature que nous entendons dans l'opinion. Ça veut dire que même qu'il y ait encore peut-être d'autres institutions qui puissent contrôler quand l'État aussi donne de l'argent. Quand dans le fond on donne, le fond, il faut le dire, bon, il y a telle partie c'est pour le montage, cette partie c'est pour les comédiens, cette partie... Comme ça, chacun, ça fait vivre l'ensemble du corps cinématographique. Comment enlever cette image de misérable de l'acteur dans la société? Parce qu'on les voit souvent en circulation, les gens se demandent, mais est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est parce qu'ils sont mal payés? Il y a tout dedans. Il y a même un comportement personnel. C'est-à-dire... Vous en voulez à certains de vos collègues comédiens dans leur attitude, leur manière de faire? Oui. Parce que ce n'est pas forcément en exhibant du misérabilisme qu'on va résoudre ça. Soyons déjà solidaires dans nos corps de métier. Et l'État a créé tous les textes possibles. Je ne sais pas s'il y a un texte encore à créer. L'environnement juridique réglementaire a été créé. Depuis Thomas Sankara avec les Kitty et les rabots, on a tout dessiné. On n'invente plus rien. On tourne en rond. Mettons déjà en œuvre ce qui a été écrit. Le livre blanc, on l'a écrit. Quand on annonce le FESPACO, vous allez voir que ça court de partout. Et après le FESPACO, ça s'endort. Oui. Donc on n'a pas compris que le FESPACO n'est qu'une tribune de promotion. Ce n'est pas là qu'on est venu pour découvrir et être... Lequel FESPACO nous échappe en matière de talons d'or des Sénégal, hein? Oui, mais ça, ce n'est pas... J'allais dire, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas mal. Ça veut dire que nous sommes en Afrique, nous sommes avec d'autres pays qui sont peut-être venus même apprendre le cinéma ici, mais qui se sont améliorés. L'enfant peut nous permettre de faire notre autocritique. L'élève dépasse parfois le maître. maître. Oui. Donc ça, ce n'est pas mauvais.
C'est bien. Mais il faut qu'à chaque FESPACO, il y ait une autre gageure, c'est-à-dire qu'on montre qu'on ait le prix ou pas, qu'on dise qu'on est là. Et qu'on a présenté un film digne, capable de nous valoriser. Je vais vous entendre sur un aspect très important. Vous avez dit tout à l'heure que quand on regarde les films américains, toutes les guerres auxquelles ont participé les États-Unis ont été reproduites en film. Ces guerres-là. Est-ce que vous vous attendiez à ce que finalement le terrorisme dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'État puisse financer des producteurs pour quand même changer les mentalités à partir du cinéma? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas un secret que je révèle. Moi, je suis rentré en contact avec le ministre de la Culture. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, pour... Un exemple, j'ai toujours donné ça quand je parlais de guerre générale popularisée. Même nous, on peut monter des pièces, aller sur les champs de choses, dans les camps, aller faire des prestations devant les militaires pour les permettre de souffler un peu, pour les détendre un peu. Donc c'est tout ça la guerre, tout ça c'est la guerre. Les gens croient que c'est forcément toujours le fusil. Moi je dis, mais enlevez ça, c'est pas tous les 50 000 là qui vont aller guerroyer. Ils sont d'ailleurs 90 000. Mais chacun peut jouer un rôle. Moi, je sais que j'arrive dans un camp militaire avec ce qu'on sait de moi. Oh, le vieux. Je l'ai vu le jour de la prise de pouvoir avec Traoré. Mais quand je suis arrivé, mais c'est les militaires là même qui m'ont... Je dis, attends, je viens pour vous aider. Un moment de satisfaction et de reconnaissance pour vous. Ils m'ont posé jusque sur l'engin de IB. Moi, j'étais en train d'invectiver les officiers supérieurs dedans. Et il était à côté, je ne savais même pas que c'est lui. C'est quelqu'un qui m'a tapé, dit que c'est le patron qui est en bas là. Je dis, j'ai dit, je le salue, j'ai dit, il faut tenir. Voilà, ça c'est notre rôle. C'est pas faire de la démagogie. D'autres pays le font. On a vu souvent il y a des orchestres dans des pays développés qui vont... L'histoire de la première, de la deuxième guerre mondiale est truffée de ça. Les Marilyn et quoi, on rejoint des troupes pour aller chanter. Ça remonte le moral. Et pour peu, parce que vous n'avez même pas besoin de grosses ressources pour cela. Même pas. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que le ministre de la Culture vous a dit justement par rapport à ça? Il est conscient, il s'organise, mais je pense, quand je vais sortir là, moi je vais encore l'appeler, il faut qu'on y aille vite, c'est-à-dire même au niveau de la télé, ouvrir des débats où on va parler avec des chroniqueurs et tout ça. C'est ce moment-là, il est unique. Parce que la nation est en danger. En danger. Moi, je ne privilégie rien devant cette chose-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on doit financer des réalisateurs ou des producteurs incessants pour réaliser des films qui vont montrer des victoires de nos forces de défense et de sécurité sur les forces ennemies? Mais on ne les montre même pas assez. Et ça me fait mal. Un exemple banal. Toutes les guerres, on a vu l'Afghanistan, l'Irak. Quand vous regardez un film américain, ce sont les soldats américains qui gagnent toujours la guerre. Mais c'est ça... Je dis, quand vous êtes assis, ça vous fait mal. Vous voyez dans le rôle d'un commandant en chef en train de gagner des victoires. Quel que soit leur film, de toute manière, ils montreront toujours un Schwarzenegger qui vient, qui va sauver toute l'Amérique. Vous verrez qu'il y a peut-être un ou deux noirs qu'on va montrer. C'est tout. Nous aussi, on n'a qu'à faire. J'ai dit chauvinisme pour chauvinisme. En temps de guerre comme ça, là. Moi, c'est mon pays que je vois. Mes yeux là sont ouverts sur ça. Et c'est leur victoire que je vais chanter tous les jours. Implémenter ça à partir d'un film. Et puis montrer ça dans toutes les salles, dans toutes les télévisions. On peut monter des choses. Moi, j'ai vu... sous la Révolution, Prosper Compaoré a monté un truc de chant, mais extraordinaire. Quand vous faites ça devant les soldats, mais c'est terrible. Ça, c'est des choses qu'il faut ramener. Est-ce que vous pensez que le stress là même peut conduire à l'échec de cette guerre dans laquelle... Mais si, avant d'aller, même si vous n'êtes pas motivé, vous voyez ce qu'on a recruté, tout de suite, après leur formation, il y en a, des doutes vont commencer. C'est à ce moment que la nation doit faire corps autour d'eux pour ne même pas les laisser penser un moment qu'au bout là-bas, il peut y avoir la mort.
Certains diront, oui, le cinéma, il faut laisser ça d'abord parce que tout est prioritaire, tout est urgent. On a besoin d'armes, on a besoin d'équipements pour l'armée. Au lieu de prendre de l'argent, mettre dans le cinéma. Mais qui a dit que nous, on ne peut pas, par exemple, aussi rassembler nos films, là, faire une grande soirée puis récolter de l'argent donné? Vous ne l'avez pas encore fait? Non. Mais vous aurez pu le faire. On doit le faire. On doit le faire. Il ne faut pas seulement attendre le milliard de la présidence. C'est maintenant aussi que nous devons montrer notre solidarité. Si nous voulons après demander 5 milliards, il faut déjà montrer qu'on est digne du milliard. Ça nous permet d'ouvrir le gros chapitre consacré à l'actualité nationale. Vous avez 72 ans aujourd'hui. 72 ans, ce n'est pas 72 jours. Malgré cet âge, malgré votre état de santé un peu fragile, vous avez décidé d'être volontaire pour la défense de la patrie. Oui. Pourquoi? Parce que c'est la patrie. Parce que, en dehors de la patrie, moi, je ne suis pas. Je ne suis rien. Je n'existe pas. Vous croyez que moi, j'ai envie de me lever un matin et puis on dit que je suis afghan ou bien je suis Al-Qaïda? Je préfère me suicider. C'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, le combat, ce n'est même pas une défense de frontières. C'est du corps à corps qu'on doit livrer. Parce que chaque jour qui passe, vous pouvez ouvrir votre porte et... Personne n'est à l'abri d'une éventuelle attaque à la limite. Un malfaiteur va vous agresser. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, guerre populaire généralisée. Je l'ai toujours dit avant, il y a des mois, les gens croyaient que c'était des lubies d'un révolutionnaire repenti. Non, Thomas nous avait appris ça, c'est-à-dire on ne rentre pas se coucher en posant toute sa confiance sur le gardien qui est à la porte. Lui-même, il peut trahir. Dormez toujours avec un œil ouvert. Guerre populaire généralisée, armer tout le monde, c'est ce que vous souhaitez? Pas armer tout le monde, préparer tout le monde à la guerre. Moi, je peux être un veilleur. Ça me va d'ailleurs parce que je ne dors pas la nuit. Donc, au moins, je sais ce qui se passe. Le moindre bruit dans mon secteur, je vais savoir. On a l'impression que vous qui êtes des CDR, vous souhaitez qu'on réamène les CDR, on ravive la flamme des CDR. VDP, c'est CDR. Oui. 100% vous pensez? Est-ce que les méthodes seront les mêmes? Est-ce que les périodes non, pas du tout, parce que voilà, les contextes sont différents. C'est différent. Oui. Là, c'était la révolution. Là, c'est une guerre qui nous contraint. Oui. Mais quoique l'avènement de la révolution était une sorte de guerre contre la domination impérialiste et colonialiste. Notre pays traverse des moments assez critiques. 3 présidents en 8 mois. Comment vous avez vécu ces moments-là? C'est des moments de tristesse qui montrent que nous étions encore pas mûrs politiquement. Et parce qu'à partir d'une fausse conception, on a toujours dit que l'armée, la dernière institution, mais c'est faux. Ah, vous êtes contre cette manière de voir les choses? Oui, on doit modifier ça. On ne veut même pas, même si nous nous entendons pas, on ne veut pas que l'armée vienne. Ils sont quoi? Ils ont fait quelle étude politique? Ils sont qui? C'est nous qui les avons mis au monde, donner des armes. En quoi ils vont venir gérer notre vie? On leur a dit, apprenez à défendre la frontière. C'est ce qu'ils n'ont même pas pu faire. On vous dit que c'est parti depuis 1966 de l'affaire Maurice Yamero, la Misana, depuis lors, l'armée n'a jamais quitté le pouvoir. Oui, et on a toujours chanté l'armée au pouvoir. L'armée, c'est qui? C'est les mêmes qui boivent la bière avec nous, qui sont sous et qui mangent la viande de porc là-bas. C'est un peu trop fort de votre part. Non, je le dis, je les regarde dans les yeux. Parce que je les ai vus, j'ai beaucoup passé au PMK, beaucoup venaient chez moi, même sous la Révolution, on faisait des veillées débats. Du coup, c'est eux, ils sont qui? Vous êtes contre les coups d'État militaires? Mais je déteste les coups d'État militaires, parce que ça n'avance en rien. Vous voyez des ignorants, des nuls, du coup, s'accaparer de la machine d'État, parce qu'ils ont des barrettes. Mais nous, tous, si moi j'étais à l'armée, j'étais peut-être maréchal. En quoi ils sont plus intelligents que moi? Ils n'ont qu'à venir, même simple dictée, on n'a qu'à faire. Ils sont qui? Et du coup, on dit, non, c'est l'armée, c'est le seul corps qui reste. C'est faux. Aujourd'hui, il a été montré que dans l'armée, c'est n'importe quoi. Donc, tu as les généraux qu'on est en train de balayer, tu as les colonels qu'on va balayer, tu as aujourd'hui les capitaines. Et demain, quoi? Les sergents, les caporaux. Donc, vous avez peur pour l'avenir du Burkina avec ces histoires de coup d'État? Oui.
C'est pour cela que j'ai dit, dans la réforme là qu'on institue après certaines proclamations, qu'au Burkina, la seule manière de prendre le pouvoir, c'est par le choix des populations. En dehors de ça, c'est de l'usurpation. Et la personne, même 20 ans après, on va le chercher, le juger. Il faut que d'ailleurs même ils sachent, tous ceux qui ont fait ça là, ils sont fuis là. Un jour, dans 10 ans, moi je dirais même à mon enfant, forme-toi pour juger tous ces gens-là. Parce qu'ils ont fait de l'usurpation, ils ont fait de l'intrusion dans l'histoire de mon pays. Et ils n'y ont pas droit. Il faut qu'on apprenne à aller corriger toutes ces fautes-là. Parce que chacun s'en va, oh c'est l'impunité, on les reverse que des salaires d'anciens chefs d'État. Mais ils se foutent de nous, Damiba, qu'il faut... Ah, vous avez apparemment grossi le cœur par rapport à Damiba. Oui, j'ai un charisme en plus. Ils sont là-bas, qu'il faut respecter quoi, c'est-à-dire peut-être ses salaires, s'occuper de... Mais tu te fous de nous? Tu te fous de nous après avoir pillé tout ce qu'on sait? Après toutes ces maladresses? Même si on te donne l'argent, tu dois dire non. Je ne le mérite pas. Mais arrêtez. Est-ce que ça nous enseigne pour l'avenir désormais? Il faut que les gens eux-mêmes soient conséquents. Parce qu'on a vu des populations aussi dans les rues pour dire l'armée au pouvoir, ça a toujours été le même scénario. Parce que pendant longtemps, ça a été formaté dans nos têtes, l'armée. L'armée. Mais attendez, depuis nos grands-parents, quand on voit même la simple image du général de Gaulle, ils sont au sec arrêtés. Parce que c'est l'armée. Mais tout ça, il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse ça, il faut qu'on évolue. On est pratiquement en fin d'émission, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je veux vous entendre sur les perspectives maintenant de l'après-terrorisme. On en parle très peu. La question de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance. Est-ce qu'il faut peut-être commencer à y penser, les tribunaux populaires éventuellement? Il faut remettre les tribunaux populaires. Ah, vous étiez un ancien juge J'ai été un ancien juge TPR, oui. Sur la base de la présomption. Des choses, La présomption ne suffit pas pour condamner quelqu'un. Oui, mais ça permet oui. d'ouvrir l'enquête. Au moins ça. Au moins ça. Aujourd'hui, moi... Est-ce que vous n'avez pas condamné des innocents pendant les TPR? Il y a eu des maladresses. Oui, je reconnais, il y a eu des maladresses, mais qui aussi dépendaient, nous, de notre jeunesse. Mais aujourd'hui, on peut former. Il y a des jeunes qui peuvent être de vrais juges, des révolutionnaires et juges. Nous, on n'était pas juges. On n'avait que la conviction. Et puis, les formules préétablies que votre intime conviction d'être bon. Mais à part ça, aujourd'hui, j'ai dit, moi, si on me met devant, je pars à Ouaïga, je peux aller montrer des maisons là où je sais que si on démarre, il y a de la corruption. Quand on voit la route bariolée oui. Sur la route pour aller à Ouaïga, on sait c'est qui a fait ça, qui a fait ça. Parce que tout ça, là, même au niveau de l'octroi des marchés, tout ça, c'est des contrôles à faire. Moi, je souhaite avoir une telle institution dans la main. Je vous jure. Ou alors on me tue vite, ou alors il y aura de l'assainissement. Parce qu'il y en a, c'est-à-dire quand vous mettez la main par hasard comme ça, comme vous attrapez quelque chose, c'est pourri. Apparemment, vous en êtes malade de cette corruption exagérée, la mauvaise gouvernance. Mais c'est en train de détruire notre pays. C'est ça qui nous affaiblit aujourd'hui. Si bien qu'il y en a même qui ne veulent pas combattre parce qu'ils préfèrent attendre le bon moment pour partager les marchés qui vont venir. Il y en a même qui sont rentrés dans l'histoire de nos armes pour s'enrichir. Pendant qu'on lutte pour s'en sortir, il y en a qui cherchent des bénéfices dedans. Il y en a qui sont en train de s'enrichir avec le riz qu'on part pour donner au PDI. Interne, oui. Même pour transporter, mettre dans les camions. On veut de l'argent. Les jeunes de Ouaïga pouvaient sortir, charger ces camions-là gratuitement, en termes de contribution, au lieu de faire payer. Pourquoi? Il y a des problèmes et il y en aura. Vous avez parlé de corruption, de gouvernance. Moi, j'ajoute deux choses. Parce que aujourd'hui, comme par peur, il y a des sujets qu'on ne veut pas aborder, mais qui ont été quelque part, pour beaucoup, le fond de la question Peul. Jusqu'aujourd'hui, on est en train de faire la guerre, mais si la guerre finit,
la question revient ou pas. Deuxièmement, la guerre est en train de faire des victimes au niveau des enfants. Comment on répare ça? Comment la prise en charge de ces enfants traumatisés qui vont grandir, qui vont être les citoyens de demain. Il y a des enfants dont les villages ont été massacrés. Du désarmement aussi, de la réinsertion. Et de la réinsertion. Oui. C'est maintenant qu'il faut, c'est pas après la transition, hein, parce que dès le lendemain, on est devant ces problèmes-là. Il faut les résoudre. Il y a plein d'enfants, de PDI qui ont fui, qui sont venus dans les grandes villes, mais qui vont retourner, qui ne vont pas trouver papa et maman. Ils font quoi? Ils vont retourner dans la rue, être les prochains braqueurs de route. Ça, c'est un problème. Prise en charge psychologique et sociale de ces enfants-là. Il faut déjà y réfléchir. Ça, c'est un clin d'œil au ministère des Affaires sociales. Voilà qui est bien dit, on est pratiquement en fin d'émission. La jeunesse qui nous regarde actuellement, qu'est-ce que vous avez comme message à lui adresser? Il faut qu'ils comprennent que la seule richesse qu'ils ont, c'est ce pays-là. J'allais dire, j'ai même pas d'argument. J'ai honte de vouloir argumenter pour les convaincre. Parce que s'il n'y a pas ça, ils seront eux aussi des exilés et ils vont traverser la Méditerranée où ils vont mourir pour nourrir des poissons. Tout est ici. Et ça n'a pas de prix, ça n'a pas de salaire. Il n'y a aucun sacrifice n'est grand par rapport à ce pays-là. On va dire peut-être que parce que j'ai beaucoup vécu, donc je dois tant à ce pays. Mais même si c'est pour un jour, quand tu nais et que tu respires l'air de ce pays, tu lui dois tout. Tu lui dois tout. Et chacun a dû entendre le message. Ladi Kikideni, on vous appelle comme ça, ça vous colle à la peau pratiquement. Merci à vous, grand acteur des films, formateur devant Dieu et l'Éternel, comme on dit très souvent. On vous souhaite encore la longévité. À 72 ans, malgré votre état de santé un peu fragile, on sent que vous tenez quand même si vous avez la béquille. C'est l'amour de mon pays qui me fait tenir. Oui, parce que logiquement, vous aurez pu vous dire, c'est bon, maintenant je vais me reposer. Je vais me reposer. Oui. Mais moi je me suis toujours dit, le seul moment de repos, c'est quand je serai au cimetière. Tant qu'il y a un souffle de vie en moi, je n'ai pas le droit de m'asseoir. Ouais. Un exemple de combativité et d'engagement. Merci à vous, M. Rasmane Ouedraogo. Merci beaucoup. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin notre rendez-vous de ce jour. Une belle école, une bibliothèque, il faut le dire clairement. On espère que tous ces conseils, ces mots forts ont été entendus et vont servir naturellement à galvaniser davantage la jeunesse burkinabé vers un engagement certain pour défendre ce qui nous est le plus essentiel, notre pays que nous aimons tous, le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous.